Alors bonsoir à tout le monde. Nous allons essayer de voir quels ont été les événements en Martinique et en plus particulièrement à Fort-Royal, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, en 1848, lors du changement, au moment où on obtient, nous arrachons l'abolition de l'esclavage. Alors, les événements se sont déroulés sur une très courte période, brutalement, sur une période de 70 jours. Et je vais un petit peu montrer comment l'ambiance se modifie au fur et à mesure, comment ensuite l'ambiance se tend, et puis comment on arrive aux affrontements dans cette ville de Fort-Royal. Le samedi 25 mars, le navire est arrivé à Saint-Pierre et tout de suite, on voit que les passagers et les pagailleurs s'activent rapidement pour arriver sur la côte parce qu'ils sont en train d'amener une nouvelle. Et quelle est la nouvelle? C'est qu'en France, c'est la Révolution, c'est la République. Ça, un coup de tonnerre vient d'éclater. Dans le même matin, le dimanche 26 mars, depuis la veille, donc on sait à Saint-Pierre et on sait à Fort-Royal, ce sont les deux communes qui le savent. Le roi Louis-Philippe a abdiqué et un gouvernement provisoire a été nommé, mais en particulier, ce gouvernement provisoire est formé de républicains et d'abolitionnistes radicaux qui ont soutenu au cours des 10 années précédentes les campagnes des philanthropes contre l'esclavage. Et alors, c'est le jour de la messe, le lendemain, le dimanche matin, et tout de suite, on commente les nouvelles déjà à l'église de Saint-Louis de Fort-de-France, qui deviendra plus tard la cathédrale Saint-Louis. Les sorties de messe, d'ailleurs, il faut l'indiquer, pendant toute cette période, c'est une période extrêmement intéressante parce que c'est là qu'on diffuse toutes les informations. En tous les cas, l'essentiel est connu le 26 mars, eh bien, l'esclavage va être aboli, mais il faut attendre. C'est ça la nouvelle. Et d'ailleurs, le gouverneur Mathieu, qui réside sur sa résidence se trouve là où se trouve aujourd'hui le lycée Chelcher, il réside là et il fait connaître le texte qu'il a reçu la veille, eh bien, à savoir que la révolution a éclaté il y a plus de mois en France, on a pris 45 jours pour le savoir, et il donne le texte d'un homme qui s'appelle François Arago, qui est ministre provisoire de la Marine et des colonies, et on connaît François Arago comme étant un abolitionniste, un partisan de l'abolition de l'esclavage. Et François Arago dit, le gouvernement demande aux populations d'attendre avec calme la solution qu'on va donner promptement à la question de l'abolition de l'esclavage. Le lundi 27 mars, donc 2 jours après, le gouverneur Mathieu, naturellement, il remet ses pouvoirs, puisqu'il était représentant du roi et maintenant c'est la République, il remet ses pouvoirs au commandant militaire, le général Rostolan, et il remet ses pouvoirs aussi à Louis Husson, qui est un blanc créole, qui est notaire à Fort-Royal et qui est membre du conseil municipal. Et donc voilà le changement en l'espace de 48 heures. Et le mardi 28, 3 jours après les nouvelles, eh bien, à Fort-de-France, il y a à Fort-Royal, parce que c'est encore Fort-Royal, on dénote une grande animation, des conversations importantes, et les mulattes hommes libres de couleur. Alors il faut savoir que Fort-Royal était la localité où il y avait le plus de libres de couleur à l'époque. Et les mulattes libres de couleur, eh bien, vont émettre à peu près 7 revendications. D'abord, ils disent qu'il faut changer le nom. Il ne faut plus appeler Fort-Royal, mais il faut l'appeler Fort-de-France. Ça, c'est la première chose. Ils prennent donc ni l'avis du gouverneur, ils n'attendent pas non plus son autorisation, et ils vont faire une démarche sur le conseil municipal, qui est composé majoritairement de blancs, mais pour que le conseil municipal change le nom et devienne Fort-de-France. Il y a un poids extrêmement important de la franc-maçonnerie. La deuxième revendication, c'est qu'on demande l'autorisation de toutes les loges maçonniques qui avaient été interdites. Ensuite, troisième revendication, levée de la censure préalable. Quatrième revendication,
la réorganisation des conseils municipaux et faire entrer dans tous les conseils municipaux, il y a 20 municipalités à l'époque en Martinique, de faire entrer un plus grand nombre de couleurs. La 5e revendication, la liberté de réunion. La 6e revendication est de mettre partout des cocardes tricolores. Et puis la 7e revendication, eh bien, adhérer à la République totalement et entièrement. C'est ça, leurs 7 revendications qui se font à Fort-de-France. Alors, à Fort-Royal. Et pourquoi cela? Parce que, eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que Fort-de-France, en fait, c'est la capitale administrative. Même si Saint-Pierre, c'est la ville la plus importante et la ville économique la plus importante. Par contre, il y a les esclaves. Sauf qu'eux, ils ne rentrent pas dans la ville. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Eux, ils sont naturellement satisfaits, mais ils sont en même temps très circonspects. Parce qu'ils se rappellent que 50 ans plus tôt, on leur avait dit qu'il y aurait eu l'abolition de l'esclavage et ils ne l'avaient pas eu. Donc, ils attendent. Et d'ailleurs, nous avons des courriers, je ne vais pas les lire tous, mais des courriers de gens qui sont à Fort-de-France, qui renvoient par le bateau des lettres et ils disent « Les esclaves attendent, il faudrait faire vite parce que les esclaves attendent en paix, mais ils demandent de ne pas tarder. » Nous arrivons au mercredi 29 mars. Ça fait que 4 jours. Vous voyez, les choses changent. Les colons, parmi les colons, ceux qui sont les plus intelligents, parce qu'il y a quand même une bande d'imbéciles parmi eux, eh bien, les plus intelligents, ils disent, oui, d'accord, nous allons faire entrer des libres de couleur dans les assemblées. Et, par exemple, à Fort-de-France, on fait rentrer un mulâtre qui s'appelle Quiqueron, on le fait rentrer, ou bien autour du gouverneur, on va mettre en place un conseil privé dans lequel il y a aussi des gouverneurs, des libres de couleur. Pire, ou mieux, le gouverneur Rostolan, eh bien, 4 jours après, il ratifie le changement de nom de Fort-Royal qu'il appelle Fort-de-France. Et d'ailleurs, il va même changer le nom du Fort Bourdon qu'il va appeler le Fort Dezé. Et il allège la procédure de censure, mais il ne l'a pas supprimée. Et puis les libres de couleur se constituent en ce qu'ils appellent les amis de l'ordre et de la liberté, qui sont des acteurs du changement. Et alors, ces libres de couleur font une déclaration, que je ne vais pas lire en entier, mais dans cette déclaration où ils saluent la révolution glorieuse qui a été scellée de votre sang, ils parlent au peuple parisien, ils disent « Nous saluons avec reconnaissance le drapeau de la patrie et la consécration d'une souveraineté assise sur les bases indestructibles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. » Et ils ajoutent « L'esclavage, institution décrépite, ne doit plus vivre que dans le souvenir. Enfant d'un père commun, tous les hommes sont égaux. » Voilà donc l'avance telle qu'elle se fait. Nous arrivons au jeudi 30 mars. Nous sommes à 5 jours après l'abolition de l'esclavage. Et que propose tout de suite le nouveau gouverneur, c'est qu'il y ait un projet de réglementation du travail libre. C'est-à-dire que maintenant, ils ne sont plus esclaves, mais il faut qu'ils aillent travailler. Mais on veut réglementer cela. Et on va mettre une commission dans laquelle il y a 3 propriétaires par commune, sur les 20 communes. Et dans chaque commission, il y aura au moins un ex-libre de couleur. Le vendredi 31, le gouverneur annonce qu'on va pratiquer une politique dite de fusion pour maintenir l'ordre par la persuasion. Et le vendredi 31, on annonce, il n'y a pas une semaine, on annonce que le dimanche, que toutes les municipalités, que toutes les églises paroissiales, que toutes les chapelles doivent multiplier les cérémonies patriotiques, les Tédéum, les inaugurations, la bénédiction des drapeaux tricolores, et il faut que le premier dimanche de la nouvelle administration, eh bien, soit marqué par toutes ces cérémonies républicaines. Nous arrivons donc au samedi 1er avril, une semaine après que la nouvelle est arrivée, et on va dans toutes les campagnes, on va aussi dans les campagnes de Fort-Royal. Je continue à dire Fort-Royal au lieu de dire Fort-de-France. Alors je rappelle que Fort-Royal comprenait 2 quartiers importants,
comprenait le quartier de Cazenavire, qui est devenu plus tard Chelcher, et le quartier de Ravine-Blanche, qui est devenu plus tard Saint-Joseph. C'était ça, la commune. Donc dans les hauteurs de Saint-Joseph, eh bien, on rencontre les esclaves qui disent qu'ils attendent dans le calme, mais quand ils trouvent que ça traîne quand même, hein, puisque ça fait déjà, ils ont appris que ça fait déjà un mois qu'il y a la révolution en France, pourquoi on ne leur a pas dit tout de suite que c'est supprimé? Ensuite, les hommes libres de couleur de Fort-de-France disent qu'ils ne comprennent pas qu'on n'ait pas mis dans la commission d'abolition de l'esclavage, parce qu'on a donné les noms, qu'on n'ait pas mis le nom de Bicêtre. Or, Bicêtre, c'est cet homme qui habite la rue des Fossés, c'est-à-dire la rue Moreau de Jeunesse. Il habite la rue Moreau de Jeunesse, il est très connu, et les mulâtres de Fort-de-France disent, mais pourquoi Bicêtre n'est pas là? Bicêtre qui depuis 26 ans est en France. Ensuite, le 3 avril, la commission chargée de rédiger le projet d'organisation du travail libre est mise en place, et parmi les gens qui organisent ça, il y a un monsieur Louis Ayotte, qui est membre du conseil colonial, qui est avocat, qui est conseiller municipal de Fort-de-France, qui est le fils de Michel Ayotte, maire de grand propriétaire des Anses d'Arlé et maire de cette commune. Enfin, alors à l'époque, ce n'était pas la commune des Anses d'Arlé, c'est la commune du Sud. C'est une commune qui comprenait Anses d'Arlé, Diamant, Sainte-Luce. Et donc, en tous les cas, on met en place cette commission d'organisation du travail. Nous sommes à 9 jours après la nouvelle. Mais les colons les plus intelligents avaient un petit peu changé, mais il y a un personnage qui s'appelle Norton de Persin, qui est colon au Gros-Morne et qui est descendant de Persin Canon. Et celui qui avait livré d'ailleurs la Martinique aux Anglais en 1794. Il était parmi ceux-là. Et alors, à Fort-Royal, il y a des manifestations de rue qui disent que Persin, qui avait insulté Husson, eh bien, devrait venir présenter des excuses. Et il lui demande de venir et de présenter les excuses, et disant que M. Husson, eh bien, se mettrait sur le pont Cartouche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pont Cartouche? Eh bien, il faut savoir que l'actuel boulevard, qu'on appelle le boulevard Général de Gaulle, et qui s'appelait auparavant le boulevard de l'Alvé, c'était un grand canal qui avait 35 mètres de large à l'époque, et ce canal reliait le carénage à la rivière au Levassor. Et ce canal était chargé de récupérer toutes les eaux qui viennent des collines d'à côté, et en particulier du Morne Cartouche. Alors le Morne Cartouche, c'est le Morne où vous voyez le calvaire. Hein? C'est le Morne sur lequel vous voyez le calvaire, ici au bout de la rue. Eh bien, le pont Cartouche se trouvait là où il y a aujourd'hui la pharmacie Cypria. Vous savez, au bout de la rue Saint-Denis. Et il disait qu'il allait rencontrer M. Persin. Alors pourquoi il y avait ces 3 ponts? Eh bien, c'est parce qu'on interdisait aux esclaves d'entrer dans la ville lorsqu'ils n'y travaillaient pas. Ils entraient le matin pour travailler, mais quand ils avaient fini, on les mettait en dehors de la ville qui était... Et donc le Persin non seulement refuse, et il envoie promener, il dit qu'il n'ira pas rencontrer Husson, mais il descend se promener sur l'allée de la place d'Armes. Alors l'allée de la place d'Armes, c'est exactement cette rue dans laquelle vous êtes assis aujourd'hui, et qu'on va appeler d'ailleurs à cette période la rue de la Liberté. Hein, eh bien, cette allée de la place d'Armes, et il descend là, et il descend avec son fusil et son cheval en disant qu'il va voir qui veut bien l'embêter. Donc très arrogant par conséquent. Donc on voit bien un commencement de changement dans l'attitude des colons. Lorsqu'on arrive au 5 avril, eh bien, les loges maçonniques se réunissent et font de grosses cérémonies publiques alors qu'elles avaient été interdites. Mais on publie à partir du jeudi 6, c'est-à-dire ça fait maintenant
même pas 15 jours, ça fait quelque chose comme 10 jours, on publie une affiche à la fois en français et en créole. Alors non pas que les gens savent lire le créole, mais c'est pour le lire aux esclaves. Et cette affiche, c'est la fameuse proclamation de Husson qui annonce que l'esclavage va être aboli. Et on demande que cette affiche soit fixée, non seulement sur toutes les habitations, sur toutes les mairies, les 20 mairies, mais aussi à l'entrée des églises, sur toutes les églises, pour faire connaître que l'esclavage va être aboli. Et puis, nous avançons très vite. Le lundi 10 avril, nous sommes donc à ce moment, ça fait maintenant près de 3 semaines qu'on a annoncé qu'il y a la révolution en France, et arrive un nouveau bateau. Et lorsque ce bateau arrive, eh bien, on l'annonce au large du Prêcheur, mais par les contes de Lambie, on fait savoir sur toute la côte que le bateau arrive. Alors le bateau, en général, il s'arrête à Saint-Pierre, il dépose des passagers et il termine à Fort-Royal. Eh bien, tant à Saint-Pierre qu'à Fort-Royal, mais je parlerai de Fort-Royal, il y a une foule énorme. Alors le bateau s'arrête là-bas, et alors là-bas, en fait, c'est à la hauteur de ce qu'on appelle aujourd'hui le boulevard Allègre. À la hauteur, c'est là que la mer arrivait, à la hauteur du boulevard Allègre, et à ce moment, on apporte les informations ici à la poste. Eh bien, les gens n'arrivent pas à porter les journaux et les courriers à la poste parce que les gens se jettent sur le courrier, et les gens qui reçoivent du courrier, en particulier les blancs, puisque c'est plutôt eux qui reçoivent du courrier, ainsi que les livres de couleur, eh bien la foule les entoure en leur disant, nous les autres libres, nous, ça qui a donc, ça y a des autres comme information. Et à travers ces informations, alors il y a De Salles, qui est un gros colon, qui regarde les choses, il dit que c'est une émeute, qu'on a arraché les journaux et les lettres des mains du directeur et des facteurs. Et alors, quelles sont les nouvelles? Eh bien, les nouvelles, c'est qu'il y a une commission pour l'émancipation des esclaves. Dans cette commission, il y a Schellcher, il y a Demestre, il y a De Gatine. Gatine qui a été l'avocat de beaucoup de livres de couleur, et en particulier de Bicêtre. Il y a aussi Gaumont, il y a Périnon. Périnon, c'est un livre de couleur de la Martinique. Il y a Vallon, il y a Persin, il y a De Lucie. Et lui, De Salles dit, mais finalement, il n'y a personne qui soit d'accord avec les colons, il n'y a que des révolutionnaires qui sont dans ce comité. Donc c'est une grande déception pour lui. Mais Périnon, on annonce que Périnon est nommé commissaire du gouvernement. C'est-à-dire, c'est le terme pour remplacer le mot gouverneur. C'est-à-dire qu'il devient gouverneur. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, pour la Martinique qui apprend le 10 avril, qu'un mulâtre martiniquais, abolitionniste de longue date, accède à la plus haute fonction dans son île natale. Ce qui fait que les livres de couleur sont très fiers et se promènent avec des cocardes tricolores partout en disant « Vive Périnon » et ils attendent l'arrivée de Périnon. On publie d'ailleurs le lendemain dans la lettre que Périnon a envoyée à Poripapi. Poripapi, c'est un personnage important dont je parlerai tout à l'heure. Et il annonce qu'il arrivera à la Martinique, mais quand il aura terminé son travail à la commission d'abolition de l'esclavage. Et les gens de couleur font montre d'une grande fierté. Par contre, dans les nouvelles, on ne parle toujours pas de Bicêtre. Et là, les gens ne comprennent pas, ils disent qu'est-ce que c'est que ça. Et les colons d'ailleurs disent c'est très bien, parce que le Bicêtre, c'est un mauvais individu, c'est pas la peine qu'on le laisse rentrer. Nous arrivons au 12 avril, où on publie aussi la lettre que Périnon a envoyée à Husson, à Clavier, à Quiqueron, à Bonamy, à toutes ces personnes, et il leur fait savoir, il leur a envoyé le décret du 4 mars, qui est publié le 10 avril en Martinique, et au journal officiel le 12. Et ce journal annonce deux choses, c'est que non seulement on prépare l'acte d'émancipation, mais qu'on va organiser des élections en Martinique et que les anciens esclaves deviendront des citoyens
et on parle des hommes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais alors, la situation se tend, parce qu'au moment où on publie ça, en disant que l'esclavage va être aboli, qu'on prépare l'acte, qu'il y aura un commissaire du gouvernement, gouverneur, qui est un livre de couleur, on publie en même temps dans le journal les gens qu'on a arrêtés et qui sont des esclaves détenus pour marronnage, qu'on a inclus. Alors je ne vais pas lire toutes les lettres, mais il y a le cas de Valère, qui est âgé de 53 ans, qui a été en état de marronnage à Trinité. Mais il y a le cas de Anna, qui est une négresse créole âgée d'environ 25 ans. C'est une des femmes. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Et qui était vêtue d'une chemise de coton blanc, ayant sur la tête un mouchoir fichu et au cou une cravate blanche. Donc on annonce tout ça, et puis en même temps, on annonce qu'on enferme encore des gens pour marronnage. Alors là, la situation commence à se tendre, parce qu'on continue à emprisonner des marrons, et on condamne dans le même temps, dans cette session d'avril 1848, on condamne plusieurs personnes pour marronnage. Donc là, ça ne va pas. Et puis, le vendredi 14 avril, donc nous sommes là maintenant, ça fait près de 4 semaines qu'on est là, eh bien, on annonce qu'il y aura toute une série de manifestations dans les églises en mémoire des morts de la révolution parisienne du 25 février. Vous voyez donc, le 14 avril, on annonce des manifestations en faveur du 14 février. Vous voyez bien le retard. J'explique d'ailleurs tout le temps, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas WhatsApp qui donne les nouvelles à la seconde. Il faut attendre que le bateau ait voyagé les 35 ou 45 jours pour arriver et apporter. Alors on fait un service funèbre, et puis il y a tous ces gens qui manifestent sur le boulevard de la Place d'Armes, c'est-à-dire là où vous êtes là ce soir, et qui manifestent pour célébrer le fait qu'il y a eu des morts. Ils sont sortis donc de l'église et ils se promènent sur ce boulevard. Et à l'église de Fort-de-France, le lendemain, le samedi 15 avril, grande manifestation. Le directeur de l'Intérieur, M. Husson, dont vous avez parlé, qui est un blanc, eh bien, il annonce son mariage avec une libre de couleur, avec laquelle il avait 4 enfants, et il invite tout le monde à venir assister à ça. Alors, c'est grande manifestation, et son idée, c'est de montrer qu'on pratique la politique de fusion des races, etc. Et d'ailleurs, il invite même le propriétaire de l'usine de la Pointe-Simon. Alors, à la Pointe-Simon, il y a une usine qui a ouvert 4 ans auparavant sur la Pointe-Simon. C'est M. Thorpe qui a ouvert cette usine. C'est la première usine de la Martinique, parce qu'avant, il n'y avait que des sucreries ou que des distilleries, mais c'est la première usine. Et M. Thorpe, eh bien, lui est un Anglais, et lui aussi, on l'invite à épouser sa compagne mulâtresse et à légitimer ses enfants. Sauf que Thorpe, au bout de 4 ans, son usine ne rapporte pas tellement et qu'il est déjà presque en faillite. Toujours est-il que la situation s'est tellement tendue et les gens sont furieux contre Husson, en particulier les libres de couleur. Il dit que M. Husson dit que ce sont les Blancs qui sont en France qui ont demandé pour nous la libération. Eh bien, les libres de couleur disent non. Les gens qui ont demandé pour nous la libération, c'est M. Isambert, c'est M. Schelcher, c'est M. Ledru-Roland, c'est M. Lamartine, c'est M. Bicêtre et c'est M. Périnon. Alors, en dehors du nom de Bicêtre, je vous expliquerai pourquoi dans le débat. Tous ces noms-là, vous les retrouvez après dans les rues de Fort-de-France. Et il dit, et ce sont ces gens-là qui ont demandé ça pour nous, et vous ne parlez pas d'eux. Alors, nous voulons que vous parliez que de ces gens. Le 16 avril, le journal officiel rend compte d'un incident entre la population et, en particulier, les colons blancs. En particulier, à la messe du 16 avril, le lendemain du mariage de Husson, ils se sont pris à une dame qui s'appelle une dame Becquet, la demoiselle Suzanne, qui sortait de la messe et
qui tout le temps insultait les esclaves et les libres de couleur et qui se rend sur le marché. Or, le marché à l'époque n'était pas couvert. C'est un grand marché ouvert, elle se rend sur le marché et les marchandes, s'en prennent à elle. Alors, deuxième lieu important de manifestation, j'ai parlé des églises, mais aussi du marché, on s'en prend à elle. Elle a été obligée de se réfugier dans sa maison à la rue Saint-Louis, c'est l'actuelle rue Antoine Sigère. Eh bien, elle est obligée de se réfugier de sa maison et la police est obligée d'essayer de la protéger parce que les gens voulaient pratiquement la lapider. Donc, nous sommes dans une période où, après une période de calme, les choses commencent à se tendre. Je vous ai parlé de Nortombe de Persin, je vous ai parlé de la demoiselle Suzanne, etc. Et nous arrivons au lundi 17 avril. Or, le lundi 17 avril, c'est le début de la semaine sainte. Nous sommes donc vraiment bien là à ce moment, 3 semaines après le changement de régime. Et les signes de nervosité commencent à se multiplier. Alors, à Fort-de-France, il n'y a pas de grosses manifestations pendant cette semaine sainte, mais le jeudi saint a été terrible à Saint-Pierre, Carbet et Casse-Pilote. Ça a été terrible. Je ne vais pas revenir sur toutes les manifestations, mais en particulier, il y avait des pétitions qui circulaient pour demander le retour de Bicêtre, et pétitions qui avaient été rédigées par les libres de couleur de Fort-Royal, alors de Fort-de-France, parce que les libres de couleur disent Fort-de-France. Les colons et le peuple disent Foyal. Ils disent Foyal. Donc, il y a ce changement. Et alors, ils demandent la venue de Bicêtre. Le samedi Gloria, l'effervescence est terrible, non seulement aux prêcheurs, à Casse-Pilote, à Fort-de-France aussi, au Lamentin, parce qu'on a appris ce qui s'est passé à Saint-Pierre le jeudi saint. Et on a battu de toute façon le jeudi saint, on a battu Judas. Or, qu'est-ce que c'est que battre Judas? C'est une pratique qui a disparu, mais qui a existé en la Martinique jusqu'il y a encore 30 ou 40 ans. Ça existait encore. Qu'est-ce que c'est que Judas? Eh bien, le vendredi saint, on faisait un bois-bois qu'on appelait Judas, et puis on lui donnait plein de coups parce que Judas avait trahi le Christ. Mais à travers le bois-bois, qui était cette marionnette en toile, et puis faite avec des feuilles de canne et des feuilles de banane séchées, eh bien, on bat Judas, mais quelquefois, le Judas prend le nom du béquet qu'on déteste dans le quartier. Dans le reste de l'île, eh bien, on sait ce qui s'est passé et on continue à faire signer ces fameuses pétitions. Le samedi d'après, 29 avril, eh bien, il y a une messe qui est encore organisée à l'église Saint-Louis, et cette messe est organisée par un libre de couleur. C'est au nom des esclaves qu'il organise ça, une messe à Fort-de-France, encore à la mémoire des victimes parisiennes. Mais c'est une manière surtout de rassembler plein de gens dans cette rue qu'on appelle la rue Saint-Denis, la rue qui est devenue après la fameuse rue Schellcher, la rue Saint-Denis. Et donc le dimanche après Pâques, eh bien, c'est encore une occasion le dimanche après Pâques, le premier dimanche, aux portes des églises, et on raconte tout ce qui s'est passé, et en particulier, on commence à voir apparaître brutalement, parce que les gens ont protesté contre les emprisonnements de Marron, on commence à voir apparaître des mesures d'affranchissement. Et ces mesures d'affranchissement, eh bien, elles se font au nom de la fameuse loi Mako. Alors souvent, beaucoup de gens ne connaissent pas ce nom Mako, et ni le fait que les libres de couleur avaient fait tout de suite ériger, au lendemain de 1848, une fontaine qu'on appelait la fontaine Mako. Et cette fontaine est encore là, au bord de mer, là. Elle est cassée, elle est là. Et cette fontaine, c'est parce que Mako avait fait prendre une loi contre l'utilisation du fouet et pour annoncer la fin de l'esclavage. Et bien entendu, ces affranchissements sont extrêmement bien vus. Le lundi 1er mai, parce que nous allons un petit peu plus vite, eh bien, il y a eu la veille, le dimanche
30 avril, dans toutes les églises, dans toutes les paroisses de la Martinique, eh bien, lorsque la messe est terminée, tout le monde se réunit dehors et on raconte tout ce qui se passe dans la campagne alentour. Alors, il y a des rumeurs, il y a des faux bruits, il y a des frayeurs, il y a des descriptions exagérées, on amplifie, etc. Mais on a affaire à une société qui est très inquiète et les nerfs de tout le monde sont tendus. En plus, on commence à voir dans certaines campagnes des habitations qui sont désertées par les colons, qui commencent à avoir peur, qui laissent ça plutôt à leurs gérants. Et quelques-uns s'enfuient. Il y a donc toute une ambiance de complot. À Fort-de-France, on a refait tout de suite une élection municipale et on y a fait rentrer un riche mulâtre, M. Didier. Vous connaissez le nom, hein? Ne serait-ce que pour l'eau qui existe. Et Didier entre au conseil municipal et devient même maire un moment, pas longtemps. Ensuite, le samedi 6 mai, pour essayer de calmer la population, on met en place des conseils de fabrique et puis des bureaux de bienfaisance et de charité. Hein? Et alors, le conseil de fabrique, eh bien, on a mis plusieurs marguilliers, plusieurs membres de ce conseil des fabriques, mais en particulier, à Fort-de-France, on a fait entrer dans le conseil de fabrique une dame qui s'appelle Ilite de Proge. Et Ilite de Proge, eh bien, c'est la petite fille de Fabien. C'est la fille de Fabien. Et Fabien, c'est qui? Fabien, c'est un de ceux qui avait été arrêté avec Bicêtre et Volney. C'est un des 3 plus célèbres. Je rappelle que l'affaire dite Bicêtre-Fabien-Volney, on a arrêté plus de 300 personnes. Il n'y a pas que... Mais en fait, ce sont ces 3-là qu'on connaît le plus. Et lorsqu'on fait rentrer de Proge dans le conseil de bienfaisance pour présider le conseil au niveau de toute la Martinique, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Les frères de Pleurmel, en particulier le frère Ambroise, il écrit une lettre extrêmement importante le 8 mai. Il dit « Tout le monde attend la liberté. Si elle se fait trop attendre, il y aura des troubles. Les esclaves sont déjà les maîtres. » Hein? Il raconte la situation telle qu'elle se passe. Effectivement, eh bien, les esclaves, maintenant, eh bien, ils ne vont plus sur l'atelier, ils sont libres, ils sont dans la rue. Ils descendent, ils passent le pont et ils dorment dans la ville. Il n'y a plus... Donc, on est dans une situation où plus rien ne tient. Il y a aussi un autre frère, le frère Arthur, qui loge là où il y a aujourd'hui le cinéma Pax. Vous savez, la salle paroissiale, c'était là le couvent des Dominicains. Eh bien, et le frère Arthur, eh bien, il dit, la plus grande partie de nous, nous essayons de faire des cours aux esclaves. Mais, sauf que les colons refusaient. Et ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on fasse des cours aux esclaves, mais ils ne veulent surtout pas qu'on mélange en plus les blancs et les esclaves, qu'ils nous trancheraient plutôt la tête, hein, si on les met avec des livres de couleur. Vous avez donc une situation qui est très tendue. Cette situation, toujours à Fort-de-France, donc Didier a exercé la fonction de maire pendant quelques jours et il a laissé cette fonction et c'est Alex Reboul qui reprend, qui devient maire. Il y a d'ailleurs une rue à Fort-de-France, celle qui relie l'église de Sainte-Thérèse au port de Fort-de-France, qui s'appelle le boulevard Reboul. Eh bien, Alex Reboul, eh bien, il est très emmerdé parce qu'on lui laisse la responsabilité de Fort-de-France, sauf que il ne sait pas nettoyer Fort-de-France, parce que jusqu'à cette période, jusqu'au mois de mars, ce sont les esclaves qui nettoyaient les rues et qui nettoyaient les rues, etc. Or, les esclaves ne nettoient plus les rues. Donc, parce qu'ils disent, nous ne sommes pas esclaves encore. De toute façon, il y a un texte qui a dit qu'on va libérer l'esclavage. Donc, nous ne sommes pas esclaves, nous ne nettoyons pas de rue. Combien d'argent vous nous donnez si vous voulez faire ça? Et lui, Reboul,
est obligé de prendre un arrêté. Alors l'arrêté est intéressant pour l'historien parce qu'il décrit un petit peu la ville. Et on voit Fort-Royal, qui est une ville de libre de couleur, qui est une ville de l'administration, mais qui n'est pas une ville aussi riche que Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est une ville tout en pierre. Les rues sont pavées. À Fort-de-France, il n'y a que la route du pavé et que la rue Saint-Denis est pavée. Sinon, les autres rues sont en terre et il faut tout le temps, pour nettoyer, déblayer, etc., les caniveaux. Et comme les esclaves refusent de faire ça, eh bien, on demande aux gens de le faire eux-mêmes. Et toutes les maisonnettes, en plus, sont en paille. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu, quelques années auparavant, et en particulier en 1843, un incendie dans Fort-de-France, et les maisons en bois avaient brûlé. Alors on leur a demandé de faire des maisons avec des murs de paille en disant que ce sera un peu plus facile. Nous avons donc une description de ce Fort-de-France. Toujours est-il que la situation se tend cela. Mais la situation se tend d'autant plus que les colons fuient les campagnes de Fort-Royal, ce qu'on appelle les hauteurs de Fort-Royal, c'est-à-dire des régions comme Rivière-L'Or, comme Bois-du-Parc, etc., qui aujourd'hui font partie de Saint-Joseph. Dans toutes ces régions des hauteurs de Fort-Royal, les colons fuient et viennent se réfugier dans Fort-de-France, parce que Fort-de-France est une ville de garnison. Il y a là le Fort Saint-Louis, il y a là le Fort Bourbon, il y a là la grande caserne, là où se trouve aujourd'hui l'Atrium, ainsi que le collège Julia Nicolas, et puis la banque qui est au bout, la caisse d'épargne. Tout ça, c'était une immense caserne, et puis, sans compter qu'il y avait à côté, là où se trouve le musée d'archéologie, c'est là que se trouvait l'état-major, c'est une ville militaire. Eh bien, ils préfèrent se réfugier dans Fort-de-France, qui est une ville de garnison. Ce qui fait que les esclaves ont très bien compris que leurs maîtres ont peur et que leurs maîtres sont dans une situation de faiblesse. On essaie de barrer les 3 ponts dont je vous ai parlé, à savoir le pont de l'hôpital ou pont Blondel, le pont Cartouche et le pont Bouillet. On essaie de les barrer pour empêcher aux esclaves d'entrer, mais ils viennent de plus en plus. Et puis, le 17 mai, eh bien, les prêtres, eux, disent qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile parce que parmi les 27 prêtres qui officient à la Martinique, plus de la moitié, ils sont quand même partisans de l'esclavage. Mais il y en a une dizaine qui, eux, sont contre l'esclavage. Mais ces 10-là, on avait essayé de les écarter, de les éloigner. Et là, la population leur dit, mais non, il faut que vous restiez. Et en particulier, les gens vont à la messe que lorsque c'est eux qui font la messe. Lorsque la messe est faite par une autre personne, eh bien, ils vont pas, ils se lèvent et ils partent. Donc, vous voyez comment les choses se passent. Et puis, éclate le 20 mai, le fameux incident, je l'appelle comme ça, sur l'habitation Léo Duchamp. C'est l'affaire de l'esclave romain. Alors vous savez que c'est une affaire qui avait démarré de plus d'une semaine auparavant, le premier samedi, le samedi 13 mai, Romain grageait le manioc avec toute l'habitation. Léo Duchamp avait demandé que ça ne se fasse pas et qu'il n'y ait surtout pas de belais, qu'il n'y ait pas de tambour, qu'il n'y ait pas de bamboula, etc. Et il recommence le 20 mai et Léo Duchamp décide qu'il va porter plainte et qu'il va faire arrêter Romain le lundi matin pour le faire mettre en macoline. Eh bien, les gens sentent que la situation est dure. D'ailleurs, il y a Dessalles qui dit le 21 mai, le dimanche 21 mai, nous sommes, je crois, à la veille d'éprouver une secousse. Les esclaves sont impatients de jouir de la liberté. On ne pourra pas finir la récolte. On ne peut pas finir la récolte parce que les esclaves ont arrêté de couper la canne, de toute façon. Et les rues sont encombrées plus que jamais par des nègres qui les parcourent dans tous les sens.
Et le frère Marcelin, lui-même écrit d'ailleurs, ce jour-là, il dit, ce qui irrite les maîtres, c'est que l'indemnité, eh bien, ils ne savent pas s'ils vont la recevoir. Parce qu'il y en a qui disent, bon, d'accord, nous allons perdre les esclaves, mais est-ce qu'on va nous donner l'indemnité? Et il dit, le nègre est impatient de jouir de la liberté depuis le jour qu'on lui promettait, et il estime qu'on s'amuse de lui. Eh bien, éclatent donc ces événements du 22 mai. Alors, là, je ne vais pas les raconter, puisque ça se passe surtout sur le prêcheur et sur Saint-Pierre. Mais ces événements du 22 mai, parmi les événements les plus graves, c'est que lorsque Romain a été libéré à 10h du matin par Poripapi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Poripapi est conseiller municipal. On a arrêté Beaumain depuis 7h du matin. Mais la foule est tellement énorme. Et lorsqu'on a appris que Romain va être emprisonné, les gens sont venus du Prêcheur, du Morne-Rouge, de Font-Saint-Denis, du Morne-Vert, du Carbet, de Bellefontaine, de Casse-Pilote, à pied, bien entendu. Ils arrivent sur le Prêcheur depuis 7h du matin, les contes de Lambie, etc. Les gens marchent et ils arrivent vers 10h, 11h. Et vers 10h, on se rend compte que la ville ne va pas tenir et Poripapi fait libérer Romain. Alors bien entendu, c'est la fête. Romain est libéré, c'est une victoire extraordinaire. Et maintenant qu'on a gagné, alors il n'y a pas l'impératrice, mais il y a des bars dans Saint-Pierre. Eh bien, on boit du rhum autant qu'on peut, on fête et on a bien bu et c'est la fête, etc. Et vers 3h de l'après-midi, les esclaves du prêcheur décident de remonter chez eux. Et ils décident de remonter chez eux, sauf que le maire du prêcheur, Huc, décide qu'ils ne vont pas rentrer et qu'il va les arrêter. Alors il y a une très belle gravure qui montre ce massacre sur l'habitation Léo Duchamp. Hein, et là, on tue les gens et, bien entendu, eh bien, Saint-Pierre est en feu. Et on apprend à Fort-de-France, quelques heures après, 2 ou 3 heures après, mais la conque de Lambie, les canaux qui prennent 3 heures de temps pour arriver, enfin, etc., les nouvelles que l'insurrection a éclaté à Saint-Pierre. Donc à Fort-de-France, on apprend ça dans la nuit du 22 mai. Lui-même, le gouverneur qui est à Fort-de-France, il décide de monter pour essayer d'aller calmer la situation. Sauf qu'au moment où il arrive à Saint-Pierre, les gens lui disent qu'il ne débarque que s'il vient pour dire que c'est pour abolir l'esclavage. Alors, sinon, on met le feu dans toute la ville. D'autant plus qu'on a déjà mis le feu dans tous les champs de canne, du Carbet, de Saint-Pierre, du Morne-Rouge. C'est-à-dire que tout l'environnement est entouré de feu. Et on lui dit de descendre sans ses troupes. Donc il descend et il est là et il attend. Et ici, à Fort-de-France, on apprend par conséquent, dans la nuit, que à Saint-Pierre, ça a éclaté. Et donc, à Fort-de-France, les événements vont commencer le 23. Dans la nuit, c'est dans le 23 mai au matin qu'à Fort-de-France. Alors, parmi les personnages les plus importants de cela, il y a un esclave qui s'appelle Bouliki. Et Bouliki, eh bien, a réuni un certain nombre d'esclaves et il passe le pont Bouillé sans problème. Enfin, quand je dis sans problème, c'est-à-dire que ce n'est pas la dizaine de gendarmes qui se trouvent là qui peut arrêter les centaines et les centaines de nègres qui descendent. C'est la même chose sur le pont Cartouche et c'est la même chose sur le pont de l'hôpital qu'on appelle aussi le pont Blondel. Et donc, à Saint-Pierre, à Fort-de-France du moins, les manifestations sont importantes. Nous avons des éléments extrêmement importants sur cette manifestation parce que par les 3 ponts qui donnent accès à la ville, les esclaves entrent. Jean Bouliki est arrêté. Il avait été arrêté et parce qu'il avait tenu des propos violents. Il est donc à la prison là où on se trouve aujourd'hui, côté du palais de justice. Il y a un parking là maintenant. On a cassé la fameuse gendarmerie qui
Hein, oui, c'était le fameux 118. Mais là, on parle aux gens qui ont dépassé un certain âge. Quand je parle... j'embête Jamy. Oui, quand je parle aux nouvelles générations, c'est le parking qui est là. Et alors, dans ce parking, eh bien, les gens demandent qu'on le libère et ils demandent de libérer Bouliqui. Et alors, le gouverneur est à Saint-Pierre et Jean de Noutière, qui est ici à Fort-de-France, eh bien, est obligé de libérer Bouliqui. Et puisqu'il a libéré Bouliqui, on dit, mais où est l'acte d'émancipation? Eh bien, l'acte d'émancipation est pris à Saint-Pierre le 23 mai. Alors, vous savez, nous parlons toujours du 22 mai parce qu'on parle beaucoup de l'insurrection du 22 mai, de ce qui s'est passé aux prêcheurs, de ce qui s'est passé dans toute la nuit aux prêcheurs, dans la nuit du 22 au 23 mai, de ce qui s'est passé à Saint-Pierre, à la rue de la Lorgnette, dans le 22 mai. Mais l'acte vraiment d'abolition est pris le 23 mai à 2 heures de l'après-midi. Parce que le conseil municipal de Saint-Pierre, dès le 22, avait déjà dit il faut voter l'abolition. Le gouverneur, à 8 heures du matin, le 23 mai, on lui dit il faut signer ça. Sauf qu'il est gouverneur et qu'il ne peut pas signer un décret au nom du gouvernement français. Et il sent bien la difficulté. Et alors, il essaie d'avoir toutes sortes de... D'abord, il dit il faut envoyer des nouvelles au gouverneur de la Guadeloupe pour lui dire que Diffé Capri en Cornouisia, qu'est-ce que vous faites en Guadeloupe? Or, la Guadeloupe, d'ailleurs, quand le gouverneur de la Guadeloupe reçoit l'information au bout de 2 jours de comment il s'appelle, je vais dire de Rostolan, eh bien lui-même il proclame l'abolition le 27, hein, aussi, parce qu'il a peur que ça éclate pour lui. Mais on proclame cette abolition, en fait, finalement, à 2 heures de l'après-midi, parce qu'il a demandé à de Noutière de monter. Et lorsqu'on apprend ici que on a aboli l'esclavage, eh bien, c'est une fête à Fort-de-France. Et c'est raconté d'ailleurs par les prêtres. Ils disent, dès 6 heures du matin, les nègres sont entrés avec le drapeau tricolore, sans armes, comme je leur ai demandé, en criant « Vive la liberté !» À 9h moins 10, on parcourt la ville en proclamant l'abolition de l'esclavage. Là, on est sur le 24 avril déjà. Hein, on pleure de joie. Notre maison est envahie. Alors, il s'agit du Pax. Là où il y a le cinéma. Pax, c'est le collègue. Il dit, on veut porter le Père Arthur en triomphe. J'essaie de leur dire qu'il ne faut pas le faire. Je fais apporter du vin. On bat la santé des frères et des nouveaux libres. Nous embrassons les hommes. Nous serrons la main aux femmes. Vous voyez, ils sont quand même... Nous chantons ensemble un cantique à la Sainte Vierge. Et la foule qui est là, s'éloigne à regret. Et toujours est-il que c'est donc le 24 qu'il y a toutes les manifestations et on décide d'aller planter un arbre de la liberté sur le marché. On va planter un arbre de la liberté et dans toutes les communes d'ailleurs, on a planté des arbres de la liberté. Alors, ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'on les a arrachés dans un certain nombre de communes, comme par exemple au Carbet, qui est une des communes qui les a gardés le plus longtemps, ainsi que Rivière-Pilote. À Rivière-Pilote, j'ai connu le fameux arbre de la liberté qui se trouvait devant l'église. C'était là, à Rivière-Pilote, et au Carbet aussi, on l'a supprimé là devant. Mais toutes les communes avaient donc ces arbres de la liberté, et par conséquent, on fait ça. Et c'est la joie, et c'est la fête. Alors, comment? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien cette bagarre. Les gens sont extrêmement sensibles à cette abolition de la liberté, et en particulier les femmes qui sont les plus longs. Mais c'est bien, chaque fois que vous corrigez, ça prouve que vous suivez. L'abolition de l'esclavage, bien entendu. C'était un quiz. Donc, et donc ça a marché.
C'est un procédé pédagogique. Hein. Toujours est-il que c'est la fête partout, et en particulier, toutes ces scènes se multiplient partout. Eh bien, on va, mais à Fort-de-France, c'est pas fini. Parce qu'à Saint-Pierre, les colons qui ont fui le prêcheur au matin du 23 mai sont allés se réfugier sur les bateaux. Et ils sont plus de 300. Et ils sont sur les bateaux à Saint-Pierre. Et ils sont à l'écart et ils attendent. Sauf que ils sont là le 23 mai, le 24, le 25. Ça fait déjà 3 jours qu'ils sont sur le bateau, qu'on empêche au bateau d'aller leur apporter à manger. Ils sont là sans repas, etc. Le gouverneur demande qu'on les envoie sur Fort-Royal. Mais la nouvelle est connue. Et puisqu'on a dit que le bateau va arriver sur Fort-Royal le samedi 26, toute la population est le long du bord de mer en train d'attendre les colons de Saint-Pierre. Naturellement, nous pas quitter descendre. Il n'est pas question. Et alors, il y a le gouverneur qui vient qui dit, mais non quand même, il y en a qui meurent de faim. Mais on leur dit, mais il y a Huc. Huc, c'est celui qui a fait tirer et qui, pendant toute la nuit, a tiré. Il y a tous ces gens-là. Alors, au bout d'un moment, il y a toute une négociation, toute une journée. On décide de laisser descendre les enfants, de laisser descendre certaines familles, mais pas du tout la famille de Huc, pas tout ça. Donc, ils sont à peu près 80 qu'on ne laisse pas descendre. On dit, on ne va pas les laisser descendre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Alors, où on peut les envoyer? On ne peut pas les envoyer à cette Lucie. Cette Lucie, on a déjà aboli l'esclavage. On ne peut pas les envoyer à la Dominique. À Dominique, on a déjà aboli l'esclavage. On ne peut pas les envoyer en Guadeloupe, puisqu'on ne sait pas encore ce qui se passe en Guadeloupe, mais probablement l'esclavage va être aboli. Alors on décide de les envoyer à Puerto Rico. On les envoie donc à Puerto Rico, et là, la manifestation est terrible parce que les gens refusent. Et on dit, alors là, il y a tous les textes, je ne vais pas les raconter, mais ce qui fait que finalement, lorsqu'ils sont expédiés vers cette Lucie et vers Puerto Rico, le cortège va repartir de l'hôtel du gouvernement, là où se trouve aujourd'hui la préfecture, de l'hôtel du gouvernement, pour remonter tout le boulevard, pour arriver jusque devant le bâtiment de l'état-major, et puis pour redescendre sur la place d'Armes, c'est-à-dire la savane, et redescendre vers l'artillerie. Et donc les manifestations. Et les femmes là, qui sont nombreuses, elles sont en bleu, d'autres en blanc et d'autres en rouge. Hein? Et le curé est là qui bénit le symbole. Alors on dit partout que le calme règne. Ça c'est dans les documents officiels. Alors pourquoi on insiste pour dire que le calme règne? Parce que en fait on a essayé de fermer la ville à nouveau à 18h. On a fermé les 3 ponts. On a mis plus de gens. Et en particulier les libres de couleur se sont joints aux forces de l'ordre pour empêcher que les anciens esclaves, puisqu'ils ne sont plus esclaves, qui ne puissent rentrer dans Fort-de-France. Et alors, bien entendu, il y a un bateau qui arrive, mais qui n'est pas au courant de l'abolition, qui n'apporte pas le texte, mais ce bateau annonce pour les colons que l'indemnité a été votée. Et donc, c'est là encore une autre affaire qui est déclenchée à partir de ce moment. Et on attend par conséquent l'arrivée de Périnon et du décret, mais on ne sait pas comment faire. Alors, ne sachant pas comment faire, ce sont les libres de couleur qui vont se joindre à un certain nombre de colons dans Fort-Royal.
je parle toujours de Fort-Royal. Ils iront, par exemple, à Cazenavire, et ils vont même dépasser Cazenavire pour aller sur l'habitation La Démarche. Hein, alors la Démarche fait partie de Casse-Pilote à ce moment-là. La Démarche ne fait pas partie de Fort-Royal. Hein, c'est au-delà de Fond-Laillé. C'est au-delà de Fond-Laillé. Et au-delà de Fond-Laillé, nous sommes déjà à Casse-Pilote. Ils vont là, et là, par exemple, ils tombent sur un certain nombre d'esclaves qui disent, bon, mais nous, libres à présent, nous pas avoir pour nous travailler basé pour là, où est-il l'agent yo, hein? Et ils disent, non, il n'est pas question que nous travaillons. Ensuite, il y a des Noirs, des libres de couleur, comme Bonami, qui vont aussi sur les habitations de Saint-Joseph, en particulier, j'ai dit les noms tout à l'heure, Rivière-Laure, j'ai dit l'autre quartier aussi, mais le nom ne me revient pas, à côté de Rivière-Laure. Bois du Parc, hein, ils vont aussi... En plus, c'est mon quartier d'origine, enfin de mes parents, de mes grands-parents. Mais... et par conséquent, il y a là un certain nombre de manifestations extrêmement importantes. Alors, on décrit encore à Fort-Royal tous les moments extrêmement durs, en particulier les gens qui entourent la geôle qui se trouvait donc là où il y a le parking aujourd'hui, ce que d'autres appellent le 118, eh bien, qui entourent la geôle pour être sûr qu'il n'y a plus d'esclaves enfermés dans la prison. Et cela, nous sommes jusqu'à la date du 2 ou du 3 juin, on a cela. Et cette commission est mise en place lorsqu'arrive le 3 juin, comment il s'appelle, Périnon, qui se réunit, qui arrive à Saint-Pierre, mais qui se réunit à Fort-de-France, et qui à Fort-de-France, eh bien embêté lui aussi, parce qu'il arrive avec un décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril, et ce décret dit qu'à son arrivée, il allait proclamer le fait que l'esclavage allait être aboli 2 mois après. Donc, arrivant le 3 juin et proclamant ça le 4 juin, l'esclavage devrait être aboli le 4 août. Naturellement, lui aussi, il est dans le même embêtement que le gouverneur Rostolan, et il dit, mais je vais essayer d'appliquer le texte du gouvernement. Mais Rostolan, qui lui-même est dans une situation difficile, se bat pour qu'on applique tout de suite l'abolition, puisque lui, il a pris un texte depuis le 22 mai. Ce qui fait que lui-même, Périnon, est obligé de publier le texte en disant que l'esclavage est aboli définitivement et que, par-dessus le marché, tous les événements qui se sont déroulés autour du 22 mai, eh bien, ne seront pas poursuivis par la justice. Alors, c'est quelque chose d'intéressant pour les esclaves et tout. C'est quelque chose de mauvais pour l'historien, puisque nous n'avons pas les documents. Nous n'avons pas tous les procès-verbaux qui avaient été dressés, qui permettent de comprendre un certain nombre de faits, mais on a appliqué une amnistie totale sur les événements du 20 mai, c'est-à-dire sur Romain, du 21 mai, du 22 mai, du 23 mai, sur tout ce qui s'est passé à la Martinique. Et c'est un petit peu embêtant, je le dis, pour l'historien, parce que ça aurait été intéressant d'avoir vraiment toute la version de ce qu'on reprochait, par exemple, à Romain, et d'avoir tous les éléments qu'on avait mis. Voilà. Mais nous célébrons quand même la victoire de 1848. Vous voyez qu'à Fort-Royal, les événements ont été extrêmement importants aussi, et que par conséquent, cette révolution anti-esclavagiste, parce que j'espère que vous avez bien compris, c'est une situation où au départ on dit que la situation est calme, mais qui se tend au fur et à mesure, et qui fait que très vite, avant même l'abolition de l'esclavage, les colons avaient déjà perdu toute initiative
parce qu'il y avait un peuple entièrement mobilisé qui était là important, et ça nous permet de reprendre la chanson de Tambou Bokanal, Tiens-nous blindés, hein, parce que c'était un grand moment. Merci de votre attention. S'il y a quelques questions, on va